Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du 7-8 l'Hebdo, l'émission de la rédaction pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 8 décembre. Quatrième journée de grève dans les cantines yvelinoises. Les agents des services de restauration et nettoyage des établissements scolaires sont contre la volonté du département d'introduire un partenaire privé pour la gestion des cantines. Les deux parties s'opposent notamment sur les conséquences pour la qualité des produits. Le directeur général de l'AFM Téléthon, Christian Côté, est notre invité fil rouge pour cette émission. Nous évoquerons avec lui la 31e édition du Téléthon prévue tout le week-end et les enjeux pour la recherche sur les maladies rares. Enfin, dans le reste de l'actualité, retour évidemment sur la disparition de Johnny Hallyday avec la rencontre touchante d'une fan à Voisins-le-Bretonneux ou encore les policiers municipaux désormais équipés de caméras piétons. C'est presque donc devenu une habitude. Tous les jeudis, depuis un mois, les agents des services restauration et nettoyage des collèges du département des Yvelines sont en grève. Ils protestent contre la réforme souhaitée par le conseil départemental de transférer la gestion de cette activité à une société d'économie mixte, ce qui impliquerait la mise en place d'un partenaire privé. Les explications et les détails avec Nicolas Dandry. Un front syndical opposé à la création d'une société d'économie mixte pour la gestion de la restauration et du nettoyage dans les collèges. Syndicats du département, du personnel de l'éducation nationale et des parents d'élèves, tous sont mobilisés contre ce projet du conseil départemental. Ils s'inquiètent à propos des conditions de travail et de la qualité du service. Le département fait le choix de réduire l'investissement au niveau des collèges, puisqu'un des objectifs, c'est de maîtriser les coûts et de réduire la dépense. Mais dans le même temps, il le confie au privé, ce qui veut dire qu'une partie de l'argent investi, de l'argent public investi, va partir en dividendes pour des actionnaires. Partant de là, ça veut dire qu'il y aura moins d'argent pour la qualité des produits, moins d'argent pour la masse salariale. Donc forcément, il y aura un impact négatif pour le personnel et pour les services rendus aux collégiens. Près de 800 agents sont concernés dans les 110 collèges du département. Actuellement, plusieurs modes de gestion sont en place dans les cantines. 56% sont directement gérés par la collectivité, 44% par des entreprises privées. La société d'économie mixte permettrait d'harmoniser la gestion avec un contrôle de la collectivité. On veut faciliter l'accès à la restauration par cette tarification sociale en mettant un petit peu d'équité et donner le goût des aliments, relancer un petit peu l'agriculture locale, lutter contre le gaspillage alimentaire. Des objectifs qui pourraient être inscrits dans le cahier des charges dans le cadre d'un appel d'offres. Sa rédaction est prévue pour février 2018. D'ici là, une délibération doit être votée le 22 décembre lors de la prochaine assemblée départementale. En marge de la séance, les syndicats ont prévu de manifester devant l'hôtel du département. En politique et en bref, le Conseil constitutionnel rejette ce vendredi la requête de Jean-Michel Fourgousse. Le maire d'Elancourt avait saisi l'institution au mois de juin pour annuler l'élection de Nadia Hay sur la 11e circonscription des Yvelines. Le candidat des Républicains d'alors dénonçait notamment plusieurs abus de propagande, un argument avec d'autres que la Cour constitutionnelle n'a donc pas retenu. Pour rappel, Nadia Hay de la République En Marche a été élue avec près de 53% des suffrages exprimé le 18 juin dernier. 200 000 bénévoles mobilisés, 5 millions de Français participants et aussi des millions de téléspectateurs devant leur écran. La 31e édition du Téléthon se tient tout le week-end. Les années passent, mais les enjeux restent les mêmes. Récolter des fonds pour soutenir la recherche sur les maladies rares et soutenir aussi les malades eux-mêmes. Pour en parler, nous sommes en plateau avec Christian Côté. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'AFM Téléthon. Première question, peut-être un peu triste, j'ai envie de dire, mais est-ce que le directeur général du Téléthon, de l'AFM Téléthon, craint-il que l'actualité et l'hommage rendu samedi à Johnny Hallyday entraînent une mobilisation en baisse des Français? Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte? Ou alors vous faites confiance Bien sûr qu'on l'a pris en compte. Johnny Hallyday, nous l'avons vu régulièrement dans le Téléthon. Oui, qui était investi d'ailleurs. Ouais. Absolument. Donc quelque part, si cette année Zazie est la marraine du Téléthon, on peut dire que Johnny est le parrain de cœur du Téléthon.
Et bien évidemment, cette cérémonie qui va se dérouler sur les Champs-Élysées à l'église de la Madeleine, eh bien, nous nous y associons également. Nous avons ajusté avec France Télévisions l'organisation et le déroulé de l'émission de façon à ce qu'il n'y ait pas de concurrence entre les deux événements. On pourra suivre, quoi qu'il arrive, toutes les heures de direct sur France Télévisions. Alors, il y aura une bascule, bascule selon les différentes chaînes de France Télévisions, et notamment un peu à l'image de ce qui se passe France 2 et France 3. Sur le Tour de France. Absolument. Petite question, l'an passé, vous aviez récolté 93 millions d'euros à peu près, je crois, 92 millions d'euros, 700 000 euros. À quel moment vous dites que la collecte n'est pas satisfaisante? À quel moment vous dites que c'est une collecte exceptionnelle? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on avance dans le développement des thérapeutiques, plus les programmes coûtent cher. D'accord. Donc nous avons besoin de cet argent, puisqu'on peut dire que si lors des premiers téléthons, nous avons surtout travaillé en soutenant la recherche fondamentale, nous avons travaillé à l'identification des gènes dont les mutations sont responsables des maladies, notamment avec notre laboratoire Généton. Progressivement, nous sommes passés au développement des thérapeutiques, aux essais cliniques. Et c'est là que ça devient très cher. Et c'est là que ça devient très cher parce que quand on est dans la recherche fondamentale pour comprendre, chacun des programmes coûte quelques dizaines à quelques centaines de milliers d'euros. Quand on est au stade des applications sur l'homme, c'est en millions et en dizaines de millions d'euros qu'il faut chiffrer. Et aujourd'hui, nous soutenons et nous avons en cours ou en préparation 33 essais sur l'homme. Ça concerne 26 maladies. C'est dire si les besoins financiers sont importants. Donc, bien entendu, sans nous donner de chiffres particuliers, nous espérons faire aussi bien que les autres années. Il faut en tout cas rester mobilisé. C'est ce qu'on comprend. Et pour comprendre l'ampleur de votre tâche, peut-être quelques chiffres, notamment sur les maladies rares. Aujourd'hui, on en dénombre entre 6 et 8 000 en France, qui concerne 3 millions de Français. Quand on parle de maladies rares, le terme peut peut-être faire peur comme ça. De quoi parle-t-on concrètement? En fait, on parle de maladies qui concernent très peu de personnes pour chacune des maladies. Mais comme elles sont très nombreuses, mis bout à bout, ça représente le chiffre que vous avez indiqué, c'est-à-dire 3 millions de Français, 30 millions d'Européens qui sont concernés par l'une ou l'autre de ces maladies rares. Ces maladies peuvent toucher toutes les fonctions vitales, tous les organes, c'est-à-dire qu'il y a des maladies des muscles, bien sûr, mais aussi du sang, du cerveau, du système nerveux central, du foie, etc. Il n'y a pas de limite. Et les travaux que nous soutenons sont très diversifiés à travers ces différentes de ces maladies, mais en même temps, ils ont aussi des retombées positives en termes de connaissances et d'applications thérapeutiques potentielles sur les maladies fréquentes. Alors, on le disait, 3 millions de Français, 30 millions d'Européens. Concrètement, ça peut peut-être motiver certains à faire un don. Quand on fait un don, en fait, on fait forcément un don pour quelqu'un, on connaît forcément quelqu'un qui est concerné presque par une maladie rare, ou en tout cas, on présume, 3 millions de Français, on a forcément dans son entourage un ami, une connaissance qui est concerné par les maladies rares. Un Français sur 20. Puisque, en fait, ce qui définit une maladie rare, c'est lorsque vous prenez une population, moins d'une personne sur 2000. Donc ça veut dire que statistiquement, c'est un Français sur 20 qui est concerné, mais il faut savoir qu'il y a des maladies qui peuvent concerner quelques dizaines de milliers de malades en France, mais beaucoup de ces maladies sont très rares, elles vont concerner quelques centaines, quelques dizaines, voire quelques patients, et ceci explique pourquoi, historiquement, ni la science ni la médecine ne s'est intéressée à ces pathologies, et grâce au Téléthon, grâce à l'impulsion donnée, grâce à la générosité des Français, il faut rattraper ce retard pour ces maladies qui sont souvent très lourdes, souvent mortelles et qui frappent pour la moitié d'entre elles les enfants. D'ailleurs, avec le temps, l'AFM Téléthon s'est développé. Vous avez créé vos propres laboratoires. Ça veut dire que tous les dons, par exemple 93 millions d'euros l'an passé, tous les dons vont sur ces laboratoires. Ils sont consacrés entièrement à ces laboratoires. Pas uniquement. Nous avons en effet développé nos laboratoires. Généton pour la thérapie génique des maladies rares, ISTEM pour la thérapie cellulaire, l'Institut de myologie. Mais nous finançons aussi beaucoup de programmes de recherche avec des partenaires, des universités, les grands hôpitaux parisiens, des instituts de recherche en France, par exemple l'INSERM ou à l'étranger, mais également une partie de cet argent sert à l'aide et au soutien aux malades et aux familles dans leur vie quotidienne. Est-ce qu'il y a des avancées concrètes? Je crois savoir qu'en 2018, vous allez lancer des recherches, en tout cas des essais pour des maladies qui concernent la rétine. C'est une avancée concrète, ça? Ça fait plusieurs années que nous travaillons sur les maladies rares de la rétine.
Aujourd'hui, des médicaments sont prêts d'être mis à disposition des malades, mais nous continuons, tant en termes de thérapie cellulaire qu'en termes de thérapie génique. Donc c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas lâcher. Ce n'est pas le moment de lâcher, d'autant plus que nous avons fait un pas de plus en 2016, c'est que les essais cliniques servent à démontrer l'efficacité de ces traitements innovants, mais il faut aussi les produire pour les mettre à disposition. Et nous avons créé une plateforme industrielle de production de médicaments de thérapie génique et cellulaire qui va permettre de produire ces médicaments en quantité pour les malades qui en ont tellement besoin. Un mot peut-être, on parle souvent de la recherche et c'est normal, c'est ça l'enjeu principal, mais la recherche c'est pour le futur. Mais l'AFM Téléthon c'est aussi un accompagnement social, c'est peut-être l'achat de matériel, c'est pour aussi le court terme, c'est pas uniquement la recherche, il ne faut pas oublier ça aussi. Ça Dès peut le être début, d'une chaise roulante ou... En effet, dès le début, nous avons bien compris que la question de guérir, de la mise au point des traitements, c'est une affaire de très long terme, c'est une affaire de génération. Nous sommes en train de lancer le 31e Téléthon, mais nous sommes aux portes des thérapeutiques. Pour autant, il faut aider les malades et les familles, aujourd'hui, maintenant, dans leur vie quotidienne. Ça veut dire les accompagner pour qu'ils puissent accéder à des soins de qualité, faire de la prévention, les aider à bénéficier de tous les soutiens que les pouvoirs publics ont mis en place, ne pas se substituer à la puissance publique, c'est-à-dire que vous parliez de financer des outils, des aides techniques de compensation. Les systèmes de financement existent. Oui. Par contre, lorsqu'il y a des restes à charge, qui sont parfois importants pour des aides techniques sophistiquées, là, nous donnons le petit coup de pouce financier pour aider la famille à disposer le plus rapidement possible de l'aide technique dont elle a besoin. La mobilisation est donc vitale pour soutenir les malades. Comme tous les ans, de nombreuses communes de Saint-Quentin en Yvelines seront mobilisées tout le week-end. Et ce, grâce aux associations et bénévoles sur le terrain. Tour d'horizon des manifestations prévues jusqu'à dimanche avec ce reportage. 5 millions de Français tous les ans et des milliers d'Yvelinois. La 31e édition du Téléthon sera une nouvelle fois un rendez-vous important pour la solidarité et la recherche contre les maladies rares. À 50 ans en Yvelines, de nombreux acteurs locaux sont mobilisés. C'est le cas des Chocs d'Elancourt qui organiseront dimanche leur traditionnel disco roller entre 14 et 18h. Traditionnel aussi, les animations prévues vendredi et samedi au centre sportif Les Pyramides de Voisins-le-Bretonneux ou encore les 25 heures d'activité non-stop organisée par l'association Objectif Téléthon Magnicois. L'édition 2016 avait permis de récolter près de 700 000 € sur les Yvelines, un gain essentiel pour soutenir la recherche. On avance, ça avance tous les ans, là, mais il y a encore beaucoup à faire sur les problèmes de vue, sur les problèmes des muscles, tout ça. On a respiratoire aussi, on a encore beaucoup à faire. Au niveau de la recherche, malheureusement, le tunnel est encore lent. Manifestation historique aussi sur 50 ans en Yvelines. Les 3 jours d'événements au centre sportif Pierre de Coubertin dès vendredi soir à Montigny-le-Bretonneux ou les 30 heures d'animation au Clé-sous-Bois avec un fest-noz samedi soir. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, il est toujours possible de faire un don par téléphone ou sur Internet. L'an dernier, 80 millions d'euros ont été récoltés partout en France lors du Téléthon. Et on précise que, évidemment, 80 millions d'euros, c'était les promesses. Finalement, le Téléthon a récolté 93 millions d'euros. Je voulais vous poser peut-être une dernière question, déjà sur la mobilisation. On sait que le département des Yvelines est très mobilisé. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés. Globalement, en France, il y a énormément de bénévoles qui sont mobilisés. Peut-être un mot pour eux aussi, souligner leur travail. J'imagine que tous les ans, ça doit vous toucher, cette générosité, ces gens qui sont là juste pour la bonne cause. Alors, c'est un élan extraordinaire. Alors, en effet, les Yvelines sont très mobilisées puisque c'est pas moins de 210 animations qui vont avoir lieu durant ce Téléthon sur le territoire des Yvelines. Donc, très grande mobilisation des bénévoles, des associations, des clubs, des partenaires, des fanfares, des orchestres, des écoles, etc. etc. Il faut aussi souligner leur mobilisation, c'est important. 53 000 partenaires associatifs ou fédérations sportives, par exemple, qui sont mobilisés chaque année. Et donc, un grand coup de chapeau à ces bénévoles qui sont quelque part l'ADN du Téléthon et qui permettent ce grand mouvement de générosité publique. Donc, le 36-37,
Qui est ouvert après le 9 décembre, hein, on le rappelle. Qui est déjà ouvert à l'heure où nous parlons, qui a ouvert ce matin, et qui va rester ouvert toute la semaine qui va suivre le Téléthon. Quant au téléthon.fr, il va rester ouvert pendant le mois de décembre. Voilà, donc pour faire un don, vous pouvez appeler via téléphone le 36 37 ou aussi via Internet. Vous voyez s'afficher les informations en bas de votre écran, afm-téléthon.fr pour faire un don. Merci Christian Côté d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'AFM Téléthon. Merci à vous et puis aussi bon week-end, bon courage, j'imagine qu'il va être animé. Merci. Et merci aux donateurs des Yvelines qui sont très nombreux. On passe maintenant à l'actualité de la semaine. L'actualité de cette semaine marquée évidemment par la disparition mercredi de Johnny Hallyday. La star du rock français est décédée mercredi à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer des poumons. Une actualité qui ne cesse évidemment de faire la une de la presse française depuis quelques jours et qui a fait réagir beaucoup de personnes, politiques, acteurs aussi du monde culturel ou encore de simples citoyens comme à 50 ans en Yvelines. Regardez. Quelle image je vais garder de Johnny? Je pense qu'il a marqué la chanson française. Un bon chanteur qui nous a accompagnés pratiquement vu notre âge tout le long de toute notre vie, quoi. On l'a découvert, on était tout jeunes, tout ados. Une très très bonne image de lui et on se rappellera de tous ses titres de chansons tels que L'Oral, Pénitencier, Noir c'est Noir. C'est un grand homme qui s'en va. C'est quelqu'un quand même d'exceptionnel. Je crois que tout le monde regrettera ce personnage qui était hors norme. Ça va faire 3-4 générations qui vont être atteintes, c'est plutôt rare. J'ai 51 ans, il a baigné mon enfant. J'ai aucun disque de lui chez moi, mais malgré tout, je connais moult de ses chansons. Ça a bercé notre jeunesse. C'est les premiers slows que j'ai fait avec mon mari, c'est sur Johnny Hallyday. Malheureusement, notre génération garde une image de lui un peu dans l'agonie, à toujours faire des fake news sur est-ce qu'il meurt pas. C'est un phénomène, c'est un peu comme Michael Jackson, où on a l'impression que c'est des stars qui sont limite immortelles, donc c'est un peu triste. Je l'ai connu depuis tout petit. En gros, il fait partie de l'histoire et au même titre que Jean d'Ormesson, c'est un des grands qui vient de nous quitter. Et cette nouvelle a évidemment bouleversé principalement les plus grands fans de Johnny Hallyday. À Voisins-le-Bretonneux, la rédaction de TV78 a pu recueillir les premières réactions de Liliane. Cette passionnée de Johnny a même suivi sa star lors d'un concert à Las Vegas. Reportage de Camille Lambert. Ça bouge, ça. Mon pauvre Johnny, il danse au paradis. Souvenir, souvenir. Comme beaucoup aujourd'hui, Liliane a perdu son idole. Ses souvenirs, c'est justement ce qui lui restera de celui qui l'a accompagnée depuis ses 13 ans. J'avais une amie qui avait 2 ans de plus que moi, donc c'était la grande, moi la petite. Puis un jour, elle me dit, il y a Johnny Hallyday qui sort un disque. Et nous voilà partis acheter ce fameux disque qui est sorti en mars 1960. J'ai pratiquement tous ces disques, toujours, tous les albums. Mais en fin de compte, on a de la peine, on a de la peine. Et puis alors, quand tu écoutes les témoignages de tout le monde, t'es obligé d'avoir une grande peine. Il fait partie de ma vie depuis l'âge que j'ai 13 ans et j'en ai que 70. Une vie rythmée par les sorties d'albums et les concerts. Fan dévouée, Liliane a suivi son Johnny partout, même à l'autre bout de l'Atlantique. Une date inoubliable, celle de Las Vegas en 1985. Merveilleux, Las Vegas. Mes parents m'ont offert ça pour mes 50 ans, mais c'était un vrai bonheur. Le départ à l'aéroport, des petits Johnny partout, dans l'avion, tout ce qu'on a eu. Mais je pourrais repartir 1000 fois à Las Vegas, je n'aurais jamais un voyage comme ça. Et on est des fans, c'était formidable. Pour se rappeler ces bons moments, des objets à l'effigie de son icône, des dédicaces et des photos pour l'entourer. Dernières acquisitions en date de son club, les calendriers 2018. Malheureusement, que Johnny ne verra pas le calendrier du fan club de Limited Access. Et il y en a, voilà, ils en ont fait 2. Une collection qui continuera de s'agrandir malgré la perte et la tristesse. Ne restera que l'essentiel. Il nous reste nos chansons. Il nous reste toutes ces chansons.
Un peu plus de 5 milliards d'euros. Valérie Pécresse a présenté mercredi le budget 2018 de la région Île-de-France. Un budget marqué notamment par 700 millions d'euros d'investissement pour les transports en commun. Les précisions avec ce reportage. Des investissements en hausse, des dépenses de fonctionnement en baisse. La recette budgétaire de Valérie Pécresse reste inchangée pour 2018. La région Île-de-France se fixe notamment comme objectif principal de devenir la première métropole écologique d'Europe. Pour y parvenir, plus de 700 millions d'euros seront consacrés aux investissements dans les transports, avec la poursuite de la modernisation du réseau ferroviaire. Dans le sport, la culture ou encore la ruralité, la région dépensera également l'an prochain près de 300 millions d'euros pour tenter de réduire les fractures territoriales et sociales entre Paris et la banlieue. Nous sommes aussi désormais très engagés dans le développement de la ruralité et dans le maintien en banlieue de tout ce qui fait l'attractivité des villes de banlieue. En clair, ce que nous voulons, c'est que l'on puisse trouver du travail près de chez soi, vivre en banlieue et que toute la richesse, toute la culture, tout le sport, toute l'attractivité ne soit pas captée par Paris. En charge des lycées, la région consacrera également aux établissements 780 millions d'euros. La formation professionnelle et l'apprentissage se voient eux dotés d'une enveloppe de 570 millions d'euros. Enfin, le déménagement du siège de la région en banlieue et la réduction des effectifs permettront d'économiser près de 40 millions d'euros. Dans les rangs de l'opposition, les critiques sont nombreuses pour juger ce troisième budget de l'ère Valérie Pécresse. Le groupe socialiste évoque notamment une politique sans ambition pour les Franciliens. Le vote du budget par les élus est prévu entre le 18 et le 20 décembre prochain. Un équipement supplémentaire pour la police municipale d'Elancourt depuis mai dernier. Les agents disposent désormais de caméras piétons. 5 appareils ont été remis lundi par le maire de la ville, Jean-Michel Fourgousse. Coût total de l'équipement, 3 500 €. Des dispositifs portés au niveau du torse ou de l'épaule, déclenchés au besoin des policiers qui peuvent enregistrer l'image et le son lors des interventions et qui sont également mis à disposition de la justice en cas de litige. Propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. C'est un vrai plus pour la sécurité aussi bien des agents. On va le faire différemment. C'est plus pour la sécurité des victimes, des mises en cause et des agents. Il y a des noms d'oiseaux qui sont échangés. Et pour souvent la parole des agents, que ce soit de la police nationale, gendarmerie ou police municipale, souvent sont remis en cause lors d'enquêtes de procédures annexes. Et donc voilà, c'est une sécurité, une garantie aussi que pour les agents de police. A noter que ces caméras sont en phase de test jusqu'en juin prochain. Les policiers municipaux de Montigny-le-Bretonneux sont également équipés du même dispositif. C'est une expression de plus en plus répandue dans le monde médical. Les déserts médicaux, justement, ces territoires où le manque de médecins se fait ressentir chaque année. À 50 ans en Yvelines, la ville de Plaisir, justement, souhaite être reconnue comme zone de fragilité par l'Agence régionale de santé et met également en place un plan d'action pour tenter d'inverser la tendance. Camille Lambert. Ils étaient 24 dans les années 90, ils ne sont plus que 11 aujourd'hui. À Plaisir, comme dans beaucoup d'autres villes, on manque de médecins, un constat établi par les premiers intéressés avec la commune. C'est Madame le maire qui m'a invité pour montrer pourquoi les médecins ne voulaient pas s'installer, pourquoi on avait du mal à retrouver des médecins. Les médecins préfèrent avoir plus de repos et moins travailler. Depuis les 35 heures, on a vu ça. Les conditions de travail, alors avec la sécurité sociale, 1 heure de travail pour faire des papiers qui servent pratiquement à rien. On fait des doublés, des choses comme ça. Après 4 ans de recherche, cet ancien médecin n'a trouvé aucun repreneur à la suite de son départ à la retraite. La commune de Plaisir souhaite se mobiliser en faveur d'un retour des médecins sur son territoire. La ville travaille actuellement à la création d'une maison de santé pluridisciplinaire. Qui serait complètement prise en charge au niveau de l'investissement par le département et qui accompagnerait pendant 3 ans au niveau du fonctionnement avec les secrétaires médicales. Donc on va déjà expliquer tout ça aux médecins et aux pharmaciens en sachant que nous avons aussi une maison médicale privée qui va ouvrir à côté, du centre commercial, de façon à ce que là aussi, il y ait une série de médecins qui arrivent. Et d'après ce qu'on m'a dit, il y aurait 2 médecins généralistes, voire 3, qui viendraient dans cette maison médicale privée. Un plan d'action mis en place avec les pharmaciens, les médecins et Saint-Quentin en Yvelines. Un engagement que la commune souhaite faire connaître aux habitants. Une campagne d'information sera lancée début 2018.
Une idée de sortie pour terminer cette émission et pour votre week-end également. Jusqu'à dimanche se tient au Château de Plaisir le 8e Salon des Arts. 18 exposants présentent 3 œuvres chacun, de la peinture et de la sculpture. Reportage de Mélanie Poquet. Arnaud Seban crée pour donner de nouvelles lectures de la matière, pervertir nos sensations. Cet artiste plasticien travaille les métaux depuis 15 ans. Il est l'invité d'honneur de ce 8e Salon des Arts de Plaisir. L'originalité, la qualité de son travail, la légèreté, il le dit lui-même, il traite la matière, je dirais, pour nous surprendre et pour nous faire déclencher des émotions. Effectivement, c'est tout à fait ça. Il y a une espèce de subtilité, de douceur dans ses œuvres qui je pense, vont pas laisser insensible le public. Pour cette nouvelle édition, 18 artistes ont répondu présent, de la sculpture, de la peinture. Cette année, une majorité des œuvres fait la part belle à l'art abstrait. On n'a pas donné de thème, mais il est clair que, vous savez, l'art, c'est quelque chose qui entraîne des sensations, qui entraîne des images. Et donc, je crois que la commission qui met ça en place réagit en fonction de ses émotions. Et je crois que c'est pour ça que ça va peut-être vers l'abstrait plus cette année. Ce sera peut-être plus figuratif l'année prochaine. Il faut se laisser porter, c'est important. Une exposition où le public est amené à voter pour son œuvre préférée, remise des prix le dimanche 10 décembre. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'information en direct lundi à 18h. D'ici là, restez informés et connectés grâce à notre site internet et notre application TV78. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.